Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne de votre choix, FAS Télévision, et bienvenue dans votre nouvelle émission Jeudi Santé. Alors, Jeudi Santé, pour ce tout premier numéro, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui est très capital pour la population, non seulement la population congolaise, mais aussi la population mondiale. Alors, de quoi il va être question dans cette émission? Il s'agit d'un sujet que beaucoup ont peut-être ignorent, mais c'est essentiel d'en parler. Alors, l'AVC, AVC, 3 lettres, redouté en République démocratique du Congo. Chaque année, des milliers de Congolais sont victimes d'un accident vasculaire cérébral appelé communément AVC, constituant ainsi une des principales causes d'handicap dans notre société. Alors, mieux les prévenir, les détecter et les traiter, c'est un enjeu de santé publique. Comment réagir en cas de symptômes? Quels sont les signes d'alerte à repérer? Comment se rétablir après un AVC? Ce sont là quelques questions que nous devons répondre durant toute cette émission Jeudi Santé. Pour y répondre, nous recevons pour vous le docteur Jean-Jacques Mbungani, ancien ministre de la Santé, docteur à ce niveau, pratiquant aussi, mais aussi député national élu sur la liste du mouvement de libération du Congo dans la province du Sud Ubangi, à qui je dirais déjà bienvenue et bonjour, docteur Jean-Jacques Mbungani. Bonjour, monsieur Roski. Docteur, si nous sommes là, c'est pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'AVC. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire sur l'AVC? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, d'abord, je tiens à remercier votre organe de presse parce que vous accordez un intérêt sur la santé des Congolais. La santé, c'est capital pour la vie de toute une nation. L'AVC, qu'on appelle généralement accident vasculaire cérébral, c'est une complication, en fait, due à plusieurs autres situations de santé, à plusieurs autres comme on appelle, facteurs de risque ou à plusieurs autres maladies. Accident vasculaire cérébral, ça montre le caractère soudain, le caractère brusque de cette maladie. Il y a deux types d'AVC. Il faudrait vraiment d'entrée de jeu que nous retenions. Quand on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est la majorité, 80-85% des AVC, et on parle aussi d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Et ça, c'est entre 15 à 20%. Donc, d'entrée de jeu, vous devez savoir deux types d'AVC. Donc, c'est quoi l'AVC? Peut-être pour une meilleure compréhension. Soit il y a une artère au niveau du cerveau qui s'obstrue, c'est-à-dire qui empêche le passage du sang. Soit il y a une artère au niveau du cerveau qui s'éclate et qui se déchire et crée une hémorragie, et il y a plein de sang dans la cavité cérébrale et avec des conséquences que nous connaissons régulièrement. Vous voyez que communément, beaucoup de gens d'âge moyen peuvent présenter soit des difficultés pour parler, soit la bouche qui va de travers, soit des difficultés pour d'équilibre, de marcher, et finalement, ça réduit l'autonomie de la personne. Docteur Bienti, qu'est-ce qui est à la base de l'AVC, docteur Jean-Jacques Mbungani? Je viens de dire, oui, c'est important, je viens de dire d'entre deux jeux qu'il y a des facteurs de risque. Il y a l'hypertension artérielle qui est vraiment la première cause de la survenue des AVC. Il y a aussi d'autres facteurs comme le tabac, la prise d'alcool, la sédentarité, c'est-à-dire les gens qui ne bougent pas, qui ne font pas de sport. Il y a aussi d'autres maladies comme la fibrillation auriculaire, donc un trouble de rythme cardiaque. Il y a aussi des maladies métaboliques comme le diabète qui détruisent les vaisseaux et qui peuvent emmener à l'accident vasculaire cérébral. Mais d'entrée, j'aimerais bien que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Donc quand on parle de AVC ischémique, c'est soit dû à une thrombose, soit dû à un caillot.
La thrombose, c'est-à-dire c'est une artère au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Il y a une artère qui est bouchée. Elle peut être bouchée soit par ce qu'on appelle des plaques d'athérome, c'est-à-dire c'est des plaques de cholestérol. Quand on a beaucoup de cholestérol, donc le mauvais cholestérol surtout, au niveau du corps, à l'intérieur, il peut augmenter au niveau sanguin et se retrouver et s'accumuler en une plaque. Donc, c'est-à-dire, imaginez l'artère au niveau cérébral, et l'artère, c'est comme un tuyau. C'est comme un tuyau de canalisation, même à domicile. Et quand c'est bouché, l'eau ne passe plus bien. Ben, c'est le même principe. L'artère est bouchée parce qu'il y a beaucoup de cholestérol, de plaques de cholestérol qui se mettent tout autour de la paroi intérieure de l'artère, et le sang ne passe plus bien, l'artère se bouche. On parle de AVC ischémique, dans le cas de thrombose. Et le deuxième type? Le deuxième cas, non, dans la première toujours définition de l'AVC ischémique, il y a aussi ce qu'on appelle des AVC ischémiques d'origine embolique. Donc, c'est des caillots de sang qui viennent à partir du cœur, dû par exemple à soit un trouble de coagulation ou surtout à une fibrillation auriculaire, qui fait que le sang ne se vide pas assez au niveau des cavités cardiaques. Il y a une accumulation de sang au niveau de cette cavité du cœur et ça forme des caillots. Et ces caillots montent au niveau de l'artère carotide primitive, peuvent aller beaucoup plus haut au niveau des artères cérébrales, et lorsque ce caillot arrive au niveau d'une artère de petit diamètre, elle peut boucher, et le caillot peut boucher l'artère, et on a le deuxième type de AVC ischémique. Deux types d'AVC ischémique. AVC ischémique veut dire obstruction d'une artère. La première, c'est par le fait d'une thrombose, donc d'une plaque d'athérome, une plaque de graisse, de cholestérol qui vient boucher l'artère. Deuxième, AVC ischémique d'origine embolique, c'est un caillot qui vient de plus bas, qui vient au niveau du cœur et qui monte par les artères donc primitives, carotide primitive, artère cérébrale, et va boucher une petite artère et créer l'AVC ischémique. La deuxième famille des AVC, ce sont des AVC hémorragiques. Là, c'est plutôt une artère qui éclate, qui se déchire, parce que soit il y avait ce qu'on appelle un anévrisme cérébral, donc une malformation au niveau de l'artère avec une petite poche au niveau d'une artère du cerveau, et cette poche peut éclater, soit régulièrement à cause de la pression lorsque la tension artérielle est élevée, c'est la pression artérielle systolique qui peut s'élever, créer une pression au niveau de cet anévrisme, et cette paroi-là affaiblie peut éclater et créer l'hémorragie. Il y a aussi une deuxième explication, la pression permanente élevée au niveau du corps, donc l'hypertension artérielle, agit également au niveau des artères cérébrales en créant l'épaississement de la paroi de ces artères. Et qui dit épaississement, c'est-à-dire diminution du calibre, donc empêcher le sang de passer. Et donc l'hypertension artérielle cause les AVC hémorragiques, mais peuvent aussi causer des AVC ischémiques. Très bien dit, docteur. Docteur, en vous écoutant parler, vous avez dit le fait d'être ou de demeurer, je dirais, à une place aussi longtemps que vous avez appelé le sédentarisme, je peux dire ça. La sédentarité. La sédentarité. Mais aussi, vous avez parlé du cholestérol. Là, c'est dû. Bon, qu'est-ce qui est dit par rapport au cholestérol? C'est là, on va dans ce qui est alimentation de la personne. Absolument. D'où il faudrait éviter de manger n'importe quoi, ou encore les aliments à forte teneur de cholestérol. Il faut faire attention parce que parmi les gros facteurs de risque, on a parlé longuement de l'hypertension artérielle. Il y a le tabac, parce que le tabac abîme aussi les vaisseaux, parce que ça crée ce qu'on appelle l'enraidissement de la paroi des artères. Mais il y a aussi le cholestérol qui vient de notre alimentation, une alimentation trop grasse. Donc, c'est important d'appeler la population à faire attention à ce qu'elle mange en termes de nourriture. Il faut une alimentation équilibrée. Docteur, parlons maintenant des symptômes. Quels sont les premiers symptômes d'un AVC? Pour que ceux-là qui nous suivent, peut-être qui n'ont pas ça,
où ils peuvent alors savoir, c'est là peut-être qu'ils ressentent ça, et comme ça ils seront informés. Quels sont les premiers symptômes d'un AVC? Bon, d'abord, les symptômes des AVC, en gros, que ce soit ischémique ou hémorragique, en gros, les symptômes se ressemblent. Donc, vous voyez, il faut vraiment tirer l'attention quand une personne que vous connaissez, vous voyez que cette personne parle avec la bouche de travers, la bouche qui va d'un côté, à gauche ou à droite. C'est déjà un signal d'alerte. Et quand vous voyez qu'une personne perd sa force au niveau d'un membre supérieur gauche, membre supérieur droit, ou membre inférieur gauche, ou membre inférieur droit, ou au niveau de 2 membres, ou au niveau de tous les 4 membres. Ça doit nous interpeller également. Si vous voyez que brutalement une personne n'arrive plus à parler correctement, ou bien parle de travers, prononce les mots que la personne prononçait d'habitude, ou n'arrive plus à les prononcer, ou bien tenir une phrase incohérente, ça, ce sont des signes également qui interpellent. Ou bien la survenue brutale d'une baisse de la vue, d'un trouble de la vision, ça, ce sont également des signes qui doivent nous interpeller. Dans les cas des AVC hémorragiques, il y a aussi des altérations rapides de la conscience ou bien des gros vomissements en jet. Tout ça sont des signes qui peuvent interpeller le Congolais ou le citoyen lambda. Il faut directement aller à l'hôpital pour que les médecins s'en occupent. Est-ce qu'il oublie aussi un symptôme de l'AVC? L'oubli. C'est une conséquence, c'est-à-dire que ce n'est pas le symptôme direct, mais quand on a déjà une atteinte au niveau cérébral, on perd les fonctions régaliennes de cérébral. On perd la mémoire, on perd beaucoup de choses, mais ça dépend des zones du cerveau qui sont touchées, soit par l'hémorragie, soit par l'ischémie. Donc tout dépend. Mais en général, il y a un trouble de langage, il y a un trouble de la mobilité, il y a un trouble de la marche, il y a un trouble de la vision, comme on a dit. Donc il y a un engourdissement des membres, comme je viens de le dire. Docteur Jean-Jacques Mbongani, pourquoi c'est le cerveau qui est directement attaqué par un AVC en lieu place d'autres organes? Non, mais quand on parle d'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Cérébral, ça veut dire cerveau. Donc c'est une atteinte des artères au niveau du cerveau. Si c'était au niveau du cœur, on peut parler par exemple d'infarctus du myocarde. Ça, c'est un autre organe. Ok. Docteur Jean-Jacques Mbongani, est-ce qu'il existe un médicament à prendre pour éviter un AVC? Bon, c'est très important d'abord. Quand on est face aux symptômes qu'on vient de détailler ici, quand il y a des suspicions d'AVC auprès d'un malade, on demande d'abord de faire la part entre l'AVC qui est dû à l'obstruction d'une artère, donc AVC ischémique, et l'AVC dû à une hémorragie. Et pour cela, il faut absolument aller à l'hôpital, faire un scanner cérébral ou un IRM, donc une résonance magnétique cérébrale, pour faire la part de choses entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique, parce que la prise en charge est différente. Lorsqu'on a un AVC hémorragique, on doit intervenir directement pour aller clamper, c'est-à-dire arrêter l'hémorragie qui se fait directement si possibilité il y a. Mais lorsqu'on est en face d'un AVC ischémique, quand on a la chance d'arriver dans un hôpital outillé, on peut bénéficier d'une thrombolyse, c'est-à-dire rapidement après que le scanner ou l'IRM ait montré l'endroit où il y a l'artère qui est indiquée, on peut aller via l'injection d'un produit, on peut dire, déboucher en détruisant le caillot ou en détruisant la thrombose pour permettre la circulation du sang qui était obstrué. Mais il faut savoir que dans les thrombolyses, ça se fait dans quelques cliniques ici sur place, dans les thrombolyses, il faut agir dans les 4h30. On a 4h30, c'est le temps maximum vraiment requis pour agir, pour éviter des conséquences très néfastes. Entre les deux familles ou les deux types d'AVC, entre l'AVC ischémique ainsi que l'AVC hémorragique, qui est le plus fréquent? L'AVC hémorragique, c'est la forme la moins fréquente. Entre 15 à 20% des AVC.
l'AVC ischémique, qui peut être d'origine thrombotique ou embolytique, ces deux types, embolytique et thrombolytique, composent plus ou moins, on peut dire, 80-85% des AVC. Parlons cette fois-ci une fois que la personne est atteinte, est-ce qu'il existe aussi un traitement? Quel est le traitement prévu? Donc, en fait, comme l'AVC est la conséquence d'autres situations de santé, d'autres maladies, d'autres facteurs de risque, c'est d'abord, pour éviter d'en arriver là, il faut de la prévention. Donc, il faut éviter une prise aiguë d'alcool, une prise aiguë de tabac. Il faut contrôler sa tension artérielle pour que la tension ne soit pas élevée. Il faut gérer son taux de glycémie pour ne pas qu'on ait des hyperglycémies. Il faut gérer son stress parce que le stress aussi agit pour la survenue des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il y a des comportements qu'il faut adopter pour éviter la survenue de l'AVC. Maintenant, quand l'AVC est établi, il faut d'abord savoir quel type d'AVC il s'agit. Si c'est hémorragique, il faut une intervention chirurgicale. Si c'est un AVC ischémique, comme je vous ai dit, si c'est possible, il faut thromboliser, c'est-à-dire aller détruire le caillot qui s'est formé ou bien la plaque d'athérome qui bouche l'artère, qui empêche la circulation. Mais d'ordre général, beaucoup de personnes qui prennent par exemple de l'aspirine simplement à 160 mg jour, qui permet, c'est un anti-agrégant plaquettaire, qui empêche qu'il y ait formation de caillots, par exemple, pour que ça permet une fluidité sanguine acceptable au niveau du sang. Et maintenant, quand on a développé l'AVC, maintenant le traitement, généralement, c'est des traitements symptomatiques. Les personnes qui ont eu des faiblesses, des troubles à la marche, des faiblesses à la parole, des troubles de vision, mais il y a des séances de kiné. Vous savez que les gens qui font des AVC vont souvent faire la kiné pour récupérer la mobilité, récupérer la force musculaire. Il y a de l'ergothérapie, il y a la logopédie. Donc il y a plusieurs prises en charge qui permettent à une personne qui a fait un AVC de pouvoir récupérer les facteurs. Les facteurs moteurs et lui permettant de vivre normalement. Pour éviter l'accident vasculaire cérébral, est-ce que l'activité physique est importante, docteur Jean-Jacques Bouani? Important, très importante, parce que tout au début, nous avons évoqué la sédentarité comme un des facteurs de risque de la survenue des AVC. Donc, il est conseillé d'avoir au moins 2h30 d'activité sportive par semaine. Donc, on peut dire en résumé 15 à 20 minutes de sport par jour. Ça ne fait pas du mal, ça fait plutôt du bien. Et parlons, comme nous avions parlé de comment éviter l'AVC. Alors, docteur, après avoir subi un AVC, docteur, les traitements, vous avez aussi suivi les traitements. Est-ce que les séquelles restent dans la vie de la personne qui a été atteinte par l'AVC? Il faut d'abord, avant de parler des séquelles, il faut d'abord bien dire que quand on est sujet d'un AVC, on peut avoir des récidives. Donc il y a des personnes qui présentent un AVC et qui guérissent, mais malheureusement qui refont un autre AVC quelques années plus tard. Un AVC peut revenir des fois? Absolument, même plusieurs fois. Et il y a aussi une notion très importante d'alerte qu'on appelle les AIT, les accidents ischémiques transitoires. Donc les gens vont présenter tous les symptômes qu'on a évoqués, troubles de la vue, troubles de la parole, troubles de la marche, troubles d'équilibre, mais ça ne dure pas. Autant que c'était arrivé, et puis 10-15 minutes ou moins de 24 heures, ces troubles-là disparaissent. Et les personnes vont dire « Ah, j'ai raté un AVC » ou « J'ai raté un AIT ». Oui, heureusement, mais vous devez savoir que quand on fait un AIT, une fois sur 3, les AIT se transforment beaucoup plus tard en AVC. Donc il faut directement voir le médecin parce que c'est un signal d'alerte. Quand on a un désordre, un déséquilibre au niveau de la marche, au niveau de la parole, au niveau de la vue, qui dure quelques minutes, qui peuvent même durer moins de 24 heures et qu'on se rétablit, c'est un accident ischémique transitoire. C'est vraiment un signe d'alerte. Il faut aller voir les médecins pour que des examens soient prescrits, contrôler la situation sanitaire.
Maintenant, un AVC qui s'installe, donc il y a des pertes moteurs. Il y a des gens qui perdent la parole, donc ils ne savent plus s'exprimer correctement. Il y a des gens où ne plus s'exprimer du tout. Il y a des gens qui perdent la marche, donc ils ne savent plus marcher. Ils doivent être aidés. C'est tout un handicap qui s'installe. Il y a des gens qui perdent, je vous ai dit, donc l'équilibre. Tout ça sont des conséquences des AVC. Quand l'AVC est installé, c'est vraiment une prise en charge qui est lourde pour d'abord le patient, sa famille, et c'est également une prise en charge pour le milieu hospitalier. Donc, une personne atteinte d'AVC et qui a suivi aussi les traitements ne peut pas reprendre complètement, je dirais, son activité d'abord physique. Non, pas du tout. Non. Les cas diffèrent des personnes parce que quand on a une hémorragie, par exemple, lors des AVC hémorragiques ou même lors des AVC ischémiques, ce sont des différentes zones qui sont touchées au niveau du cerveau. C'est une zone qui est touchée qui atteint la parole, une zone qui est touchée qui atteint la vue, une autre zone qui est touchée qui peut atteindre la motricité, la marche ou la force musculaire. Donc on ne peut pas mettre tout le monde sur le même niveau. Donc la récupération est vraiment dépendante de ce qui s'est passé au niveau cérébral. Quelle est la zone qui a été touchée? Par exemple, il y a des gens qui font des hémorragies, mais sur une toute petite zone. Donc, la prise en charge peut être facile. Mais si ça atteint une plus grande zone, donc ça veut dire que les conséquences seront beaucoup plus graves. Donc, la prise en charge sera aussi beaucoup plus importante. Il y a des gens qui se font des AVC ischémiques avec une zone petite qui est concernée au niveau du cerveau, mais il y en a qui font des AVC ischémiques avec une plus large zone concernée au niveau du cerveau, d'où une grande prise en charge. Donc la prise en charge après un AVC dépend d'abord de l'AVC, de son importance au niveau cérébral, du type d'AVC qu'il s'agit et aussi de la prise en charge qu'il y a eu. Je vous ai dit que quand on vient à l'hôpital rapidement et qu'on peut faire les examens qu'il faut et poser l'acte nécessaire pour déboucher, on peut avoir une récupération plus rapide. Mais quand on vient beaucoup plus tard, après 6 heures, et qu'on constate l'AVC et qu'il n'y a aucun acte qui a été posé, la récupération sera difficile. Est-ce qu'une personne atteinte d'AVC, qui a suivi le traitement et qui est restée avec les séquelles, cette personne-là peut être aussi embauchée dans une entreprise ou travailler normalement? Non. Lorsqu'une personne présente déjà des handicaps après un accident vasculaire cérébral, il faut évaluer le pourcentage de son handicap. Si ce n'est qu'un problème à la main gauche et que cette personne a un travail où il peut utiliser son cerveau, sa capacité de mémorisation et qu'il a la main droite qui fonctionne, il peut continuer à écrire, cette personne peut continuer à travailler. Si c'est une personne qui a eu un AVC beaucoup plus large avec une hémiplégie, c'est-à-dire un membre, une partie du corps qui ne fonctionne plus, il pourra avoir plus difficile à travailler. Si c'est un AVC qui atteint tous les 4 membres, cette personne ne pourra plus travailler. Donc tout dépend de l'étendue des conséquences de l'accident vasculaire cérébral chez tout individu. Donc ce n'est pas la même chose. Chaque année, au moins 15 millions de personnes sont atteintes par l'AVC. Et parmi les 15 millions recensés chaque année, il y a au moins 5 qui meurent et 5 qui présentent des signes d'handicap. Alors, docteur, qu'en est-il en République démocratique du Congo des chiffres? Est-ce qu'il existe-t-il des chiffres réels ou exacts du nombre de gens qui ont été atteints par l'AVC? Bon, la prévalence pays pour d'abord les AVC, nous n'avons pas des chiffres récents. Tout ce que nous pouvons communiquer à vos nombreux téléspectateurs, c'est de savoir que la prévalence de l'hypertension artérielle, qui est la première cause des AVC, était en 1961 à moins de 2%. Et qu'en 2016, 2018, vers ces années-là, cette prévalence atteignait les 26% au niveau de la RDC. Et qu'au niveau de Kinshasa, on estime à une prévalence de 40% pour l'hypertension artérielle. Maintenant, si on doit décliner que
La plupart des AVC sont dus à l'hypertension artérielle. On peut se faire une idée, faire un calcul rapide. Mais il n'y a pas de chiffres qui peuvent dire aujourd'hui qu'en RDC, on peut penser qu'un pourcentage tel de la population a eu un AVC en ce moment. Il n'y a pas de chiffres à donner. Donc on comprend qu'il y a un grand travail à faire dans ce secteur, mettre tout un système en place pour recenser, pour prendre des chiffres et mettre à la disposition de la population aussi mondiale ainsi que congolaise. À quel âge on est plus exposé à connaître un AVC? L'AVC, on peut dire en moyenne, au début, ça concernait plus les personnes avancées en âge. On disait que quand on est au-delà de 65 ans, 80 ans, on pouvait développer des AVC parce que les facteurs de risque augmentent d'ailleurs avec l'âge dans la société. Plus on prend de l'âge, plus on grandit, plus on vieillit, on aura consommé de l'alcool un certain nombre d'années, on aura peut-être fumé pour les fumeurs, on aura consommé beaucoup d'aliments avec la graisse, on aura accumulé un taux de cholestérol élevé. Mais maintenant, de plus en plus, on a des AVC qui apparaissent aussi chez les jeunes, souvent liés soit à la réalité de la vie, un problème d'hygiène sociétale qui n'est pas bien pris en compte, c'est-à-dire mauvaise alimentation, le surpoids, le stress, tout ça donc tout ça mélangé, accumulé, font qu'il y a de plus en plus la survenue des AVC chez les jeunes. Donc, chers jeunes, vous qui nous suivez, vous aurez donc compris que l'AVC peut aussi vous atteindre, d'où question de savoir gérer son stress, savoir son alimentation, avoir aussi une alimentation équilibrée, pratiquer aussi des activités sportives, je dirais physiques, question aussi d'éviter qu'on soit victime d'AVC. Puisque nous courons derrière le temps, nous devons aussi parler de quelque chose qui alerte le monde actuellement, c'est les Mpox. Mais avant de parler de ça, nous avions reçu une question de nos téléspectateurs pour nous demander, est-ce que vous pouvez demander au docteur Jean-Jacques Mbongani de nous dire si il preste quelque part ou s'il a aussi un cabinet médical? Bon, d'abord, je suis très heureux parce que cette question me permet de rappeler que je suis député national. J'ai été élu dans la circonscription de Boudjala en tant que député national et député provincial, mais je préférais siéger ici à Kinshasa comme député national. J'ai été ministre de la Santé pendant 2 ans, donc de 2021 à 2023, et j'ai travaillé toute ma vie comme médecin. J'ai un centre de santé qui fonctionne encore en Belgique à ce moment, et il y a des collaborateurs qui m'ont remplacé, qui prestent. Donc voilà, et j'ai la prétention de mettre sur pied rapidement un centre médical diagnostique et de consultation qui pourra aider efficacement la population congolaise. Donc vous aurez compris, chers téléspectateurs, que Dr Jean-Jacques Mbongani va très bientôt installer ou encore mettre en place un cabinet médical ici. Question de vous faire consulter parce que vous avez aimé ces analyses, vous aimez ces alertes ainsi que ces interventions dans les différents, je dirais, organes de presse. Gardez votre mal en patience. Parlons maintenant de Mpox. Dr Jean-Jacques Mbongani, aujourd'hui le monde vous donne raison. Vous avez alerté, parlé, et aujourd'hui l'OMS, l'Agence africaine de la santé, déclare le Mpox comme urgence santé universelle. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, c'est que vous devez savoir, que vos nombreux auditeurs et téléspectateurs doivent retenir, c'est que lorsqu'on parle d'une urgence de santé publique de portée internationale, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui, aujourd'hui, pour parler du monkeypox, est devenue une épidémie, mais qui a eu une augmentation exponentielle de cas. Rien qu'en 2024, nous avons déjà 15 664 cas à ce jour, plus de 548 décès. Ce qui a interpellé la communauté internationale, ce qui a interpellé le CDC Africa, ce qui a interpellé l'OMS. Effectivement, je suis à la base des nombreuses alertes au niveau national et international pour parler de la variole de singe, parce que cette maladie n'est pas connue.
des Congolais. Il fallait faire beaucoup de communication et de pédagogie pour que les Congolais sachent c'est quoi le monkeypox. Finalement, c'est une maladie qui est connue depuis 1970, mais comme c'était des cas sporadiques et qu'il n'y avait pas vraiment de grande influence, les personnes ne s'y intéressaient pas beaucoup. Mais depuis 2023, nous avons enregistré 13 000 cas en RDC et maintenant, au mois d'août, nous sommes déjà à 24... depuis 2023, nous avons enregistré 13 000 cas et pour cette année, en 2024, nous sommes déjà à plus de 15 664 cas. D'où le fort intérêt de communiquer, le fort intérêt de la communauté internationale. Le fait que CDC Africa et l'OMS s'intéressent aujourd'hui à cette épidémie, c'est-à-dire qu'il y aura une grande mobilisation de fonds pour aider la RDC à avoir des vaccins et les médicaments nécessaires pour traiter cette épidémie en République démocratique du Congo. C'est très important. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a autour de 28 pays qui ont déjà notifié le monkeypox à travers le monde et surtout ici en Afrique. Donc, c'était important de rappeler parce que 97% des cas de monkeypox en Afrique se retrouvent en République démocratique du Congo. Le Mpox, ce n'était que juste une parenthèse que nous bouclons d'ailleurs. Et comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Docteur Jean-Jacques Mbongani, un conseil en 30 secondes à tous ceux qui nous suivent sur comment se prévenir, comment éviter l'accident vasculaire cérébral. Chers téléspectateurs, pour être vraiment bref, contrôlez régulièrement votre tension artérielle. Contrôlez régulièrement votre taux de sucre. Contrôlez régulièrement le taux de cholestérol dans le sang. Ce sont des facteurs qui peuvent emmener à la survenue d'un accident vasculaire cérébral. N'hésitez pas d'aller voir le médecin parce qu'en vous consultant, il peut se rendre compte que vous avez des troubles de rythme cardiaque. Parce que les fibrillations auriculaires peuvent également provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui présente des signaux d'alerte, c'est-à-dire l'affaiblissement d'un membre, des 2 membres ou des 4 membres, la perte de la parole ou de troubles de la parole, de troubles de la marche, de troubles de la vision, n'hésitez pas de faire appel rapidement à un médecin ou à un professionnel de la santé pour signaler ces cas. Je vous remercie. Vous avez donc compris et vous avez suivi les conseils d'un spécialiste ou encore d'un médecin qui vous a conseillé comment se prévenir, comment éviter d'être victime d'un AVC. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est donc fini avec ce tout premier numéro Jeudi Santé. Pour moi, quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et sur le même, je dirais, endroit pour vous parler encore une fois de plus de la santé publique qui est très capitale pour la République démocratique du Congo. Je m'en vais dire merci au docteur Jean-Jacques Mbongani, mais également à l'homme derrière la caméra qui n'était rien d'autre que Pepito Matondo, à qui je dis merci d'avoir été avec nous. Au revoir et à plus.